Un parfum d'Afrique dans le cinéma mondial. Notre invité ce soir est la sublime Aïssa Maïga. Une question d'actualité, du rêve des fondateurs à la réalité du XXIe siècle, l'Union africaine fête ses 50 ans. Notre débat de société, comment la polygamie est-elle vécue sur le continent? Et la culture, toutes les cultures. Bienvenue dans Rendez-vous au Maquis. Bonsoir, Moyowabu, bienvenue. Sujet de société, numérique, culture. Ce soir encore, les Afriques ont rendez-vous au Maquis. Bonsoir Mbolo, bonsoir Aïssa Maïga. Bonsoir. Saviez-vous qu'avec l'organisation de l'unité africaine, dont on a fêté les 50 ans cette semaine, vous avez plus d'une chose en commun? Oui, alors j'ai pas 50 ans, mais notre anniversaire a lieu le même jour, le 25 mai. Le 25 mai, mais vous savez également que le credo de l'organisation, c'est l'intégration. Et vous êtes le pur produit de l'intégration africaine, puisque vous êtes né d'un père malien et d'une mère sénégalaise, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et le troisième point commun, c'est que mon fils s'appelle Kwame, comme Kwame Nkrumah. C'est pas rien. En même temps, pour être très honnête, on n'attend pas de sa part qu'il soit le fondateur de l'unité africaine moderne. On ne sait jamais, il va vivre sa vie tranquillement. Dans 50 ans, ça pourrait arriver. Pourquoi pas? Un prénom, c'est aussi un programme. C'est plus qu'un programme, pour nous, c'était une énergie et puis une façon de lui léguer quelque chose dont il fera ce qu'il voudra. Dates marquantes, figures emblématiques, retour sur quelques moments forts. L'unité africaine, c'était le thème majeur de cette conférence des chefs d'État qui s'est tenue à Addis Abeba. Ceci est certainement un moment historique pour l'Afrique et pour tous les Africains. Le monde entier a aujourd'hui les yeux tournés vers nous. C'est un premier pas important vers l'unité qui vient d'être fait à Addis Abeba. Le 30 mai 1967, le Biafra proclame son indépendance pour se séparer du Nigeria, déclenchant ainsi la première guerre civile au sein d'un pays membre de l'OUA. L'unité de l'organisation sera-t-elle menacée? Les combattants de la liberté dans toutes les régions de notre continent peuvent être rassurés qu'ils ne soient pas seuls. Tout le poids et le pouvoir d'une Afrique unie les accompagnent. Le but que nous assignons à notre action est le même que celui des autres nations et continents, le développement. J'entends par là la valorisation de tous les Africains ensemble. Il s'agit de l'homme. Everybody talking about unité nationale. Il s'agit de décider de quel type d'unité veut l'Afrique. Une unité semblable à celle des États-Unis d'Amérique, à l'Union européenne ou à l'ex-Union soviétique. L'Afrique tourne la page de l'OUA, aujourd'hui à Durban. Je déclare cette première session du sommet de l'Union africaine ouverte. La seule façon d'assurer l'avenir de notre continent est d'avancer tous ensemble, comme un continent et un peuple unis. C'est un jour spécial pour nous tous sur le continent, pour la diaspora, pour les amis de l'Afrique
et ceux qui se tiennent à nos côtés durant toutes nos épreuves. Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Africa, you're my forefather's cornerstone. Unite for the Africans unite. Vous regardez Rendez-vous au Maquis, partie actualité, consacrée ce soir au cinquantenaire de l'organisation de l'unité africaine. Le 25 mai 1963 est une date marquante pour le continent. En quoi ? Alors parce que c'est une date qui marque la fin de la conférence fondatrice de l'Organisation de l'Unité africaine. À l'invitation du Négus Haïlé Sélassié, 32 chefs d'État se retrouvent à Addis Abeba. Parmi eux, il y a Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Senghor, Nasser, Ben Bella, Kasavubu. Tous souhaitent l'élimination du colonialisme et de l'oppression raciale. Et c'est pour ça que l'Afrique du Sud n'est pas conviée. D'entrée de jeu, deux camps s'opposent. D'un côté, les partisans du panafricanisme, avec à leur tête Kwame Nkrumah, et de l'autre, les partisans d'une Afrique des États, conduite par Senghor. Aïssa, quelle figure, quelle personnalité retenez-vous de cette séquence de l'histoire ? C'est sans aucun doute Kwame Nkrumah, qui avait apporté une vision politique qui était au-delà des positions partisanes, qui était vraiment la question du panafricanisme et de la nécessité des États africains de s'unir et de mettre l'accent sur à la fois l'aspect politique, mais aussi les aspects liés au développement, à la démocratie. Près de 40 ans après sa création, l'Organisation de l'Unité africaine devient l'Union africaine. Pourquoi cette mue ? Parce qu'au départ, il y a une volonté ferme de changer de cap, mais il ne suffit pas de changer de cycle pour qu'il y ait une impulsion majeure. On retrouve les mêmes fractures qu'en 1963. D'un côté, il y a les partisans d'une accélération qui ont bien conscience que sans unité, l'Afrique ne pourra pas peser sur la scène internationale et ne fera pas entendre sa voix, notamment dans la gouvernance mondiale. Il faut quand même rappeler que c'est 54 États et à l'horizon 2050, 2 milliards d'individus qui n'ont toujours pas de siège permanent aux Nations Unies. Et puis de l'autre côté, il y a les partisans d'une théorie des cercles concentriques. Sur la base des organisations régionales, ils se disent qu'il ne faut pas aller trop vite. Mais la raison inavouée, c'est que les pays nantis ne veulent pas payer pour ceux qu'ils sont moins. Oui, pour un ministre des Affaires étrangères commun, mais surtout pas pour un ministre des Finances. Pour vous, quel chef d'État incarne aujourd'hui ce rêve du panafricanisme ? Alors, je n'ai surtout pas envie d'être son avocate, et n'en déplaise à certains, je pense qu'il y a un homme qui a essayé de faire bouger les lignes, c'est Kadhafi. Pardon, Denise ? Kadhafi, le même Kadhafi qui n'a pas hésité à bombarder sa propre population, qui s'est installé au pouvoir à vie et qui poursuivait ses opposants partout où ils étaient. Oui, c'est vrai. C'est cet homme-là. Mais c'est cet homme-là parce qu'il faut se souvenir du sommet de Sirte qu'il a accueilli chez lui en 2009. Et là, Kadhafi devient le président de l'Union africaine. Il se fait d'ailleurs appeler le roi des rois d'Afrique. Et il porte d'ailleurs de manière assez folklorique, sur le revers de sa veste, une carte du continent découpée dans de la feutrine verte. Cela peut prêter à sourire, mais je crois que ça traduit fondamentalement l'attachement de cet homme à ce continent. Mais Kadhafi aurait souhaité être le président des États-Unis d'Afrique à vie, ce qui n'était pas du goût de tout le monde, car il est très imprévisible. Mais alors, qui d'autre ? Je pense qu'il y aurait pu avoir Mandela. Mais seulement Mandela est arrivé au pouvoir à 76 ans passés. C'était un peu trop tard pour se battre pour le continent. Aïssa Maïga, quel aurait été votre candidat, Kadhafi, Mandela ? C'est une question ouverte. Donc j'y réponds, Mandela, sans aucun doute. Évidemment. Revenons au bilan de l'Union africaine, Denise. Qu'en est-il aujourd'hui, 50 ans plus tard ? Alors je crois que le bilan politique et économique est très mitigé. Mais paradoxalement, le désir et la volonté d'unité demeurent. Alors sur le plan culturel, on pourrait citer le Festival mondial des arts nègres qui s'est tenu à Dakar. Le monde entier s'est déplacé à Dakar. Le monde entier s'est déplacé. On pourrait sur le plan sportif citer les Jeux panafricains. D'ailleurs, les prochains vont se tenir en 2015 à Brazzaville. Mais on pourrait également, sur le plan sportif, parler de la CAN qui fédère tous les 2 ans 54 États du continent. Aujourd'hui, vous savez, le nouveau concept du continent, c'est le nouveau défi qui devra relever, c'est celui de la renaissance africaine, qui est un concept qui est né en Afrique du Sud, au sommet de Durban notamment. Et, hasard de l'histoire, la présidente de l'Union africaine aujourd'hui est une Sud-Africaine, Nkosazana Zuma,
et je ne dis pas ça parce que c'est une femme, mais je pense qu'elle donnera une impulsion nouvelle à ce projet derrière lequel le continent court depuis 50 ans. Bon, alors, ce qu'on comprend, c'est qu'après les pères de la nation, place à la mère de la nation, mais une mère de la nation qui a une réputation de mère tape dure, non? Kozada Azuma est médecin de formation. Elle a été impliquée dans toutes les discussions au moment de la fin de l'apartheid, en 1992, avec le pouvoir de Frédéric Leclerc. Et puis, de 1994 à 2009, elle a pratiquement été de tous les gouvernements en Afrique du Sud. Elle a été tour à tour ministre de la Santé, ministre de l'Intérieur et ministre des Affaires étrangères. Une femme à poigne. Vous savez ce que disait Feu, la compatriote de Mme Zuma, Myriam Makeba? Elle disait que la femme africaine était la seule femme qui sache conduire une voiture depuis le siège arrière. Alors, Aïssa Maïga, qu'est-ce que vous pensez de la nomination d'une femme à la tête de la Commission de l'Union africaine? Vous y voyez un signe d'espoir, de progrès? Moi, j'y vois un symbole important. De toute façon, enfin, la parité, on court derrière en Europe, on court derrière dans beaucoup de continents, et ça fait partie des avancées indispensables que le pouvoir soit partagé au-delà des genres féminins et masculins. Donc vous votez oui? Je vote oui, à ceci près que je ne connais pas l'exacte orientation de la politique de Mme Zuma, donc voilà, mon analyse s'arrête là. Aïssa, seriez-vous tentée par la politique? Non. J'ai des engagements, mais qui sont plus d'ordre militant, humanitaire que politique. Et vous, que pensez-vous de ce cinquantenaire de l'Organisation de l'Unité africaine? Vos commentaires, vos interrogations sur le site de l'émission tv5monde.com/Hervé Maquis ou sur le compte Twitter #Hervé Maquis. Au revoir Aïssa Maïga, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre question d'actualité. Ce soir, notre sujet société est consacré à la polygamie. Pour en parler, Christian Eboulé. Bonsoir à tous. Habari ya Johnny. Et deux invités. La première, Aurore Kindwelo-Lamine, membre de l'AIPD, l'Association internationale pour la paix et le développement. Et Jean-Marie Ballot, président et fondateur de l'association Nouveau Pas, une association qui lutte notamment contre la polygamie en France. Aïssa Maïga, la polygamie, c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous parle? Oui, c'est un sujet qui me fait réagir. Contrairement aux idées reçues, la polygamie ne concerne en Afrique subsaharienne qu'une petite partie des populations. Un peu moins de 30% des hommes mariés légalement. Alors, que recouvre exactement cette notion même de polygamie? Quelques réponses en images, puis nous en débattrons juste après avec tous nos invités. C'est jour de fête à Owendo. Dans cette commune gabonaise, Madame la maire a vu les choses en grand. Elle a organisé un mariage groupé. Une soixantaine de couples s'unissent aujourd'hui. Et après avoir signé le registre officiel, les mariés ont même droit à quelques recommandations. Pour ce qui concerne les mariés, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes responsables. C'est un engagement que vous venez de prendre devant la loi. À ce titre, vous devez protéger vos épouses. Vous ne devez pas les exposer. Vous leur devez protection. Vous leur devez amour. Vous leur devez fidélité. 6 couples polygames participent à l'événement. Chaleur, moiteur, bonheur, un bisou pour chaque épouse. Et c'est parti pour la grande aventure. La polygamie consiste pour un homme à avoir plusieurs femmes. Au Gabon, elle est diversement appréciée. La polygamie, c'est une bonne chose parce que un homme doit avoir beaucoup de femmes. Quelqu'un qui aime bien sa femme ne peut pas aller prendre une autre femme. La polygamie, quand c'est bien négocié, c'est bon. Ça te permet de rester tranquille et de ne pas cesser les maladies partout. Non, ça attire la malchance dans ma vie. Sur le continent, une quarantaine d'États tolèrent ou autorisent la polygamie. Et d'un point de vue religieux, si le christianisme interdit cette pratique conjugale, l'islam, lui, la permet. Le Coran précise « Épousez comme il vous plaira 2, 3 ou 4 femmes, mais si vous craignez de n'être pas équitable, prenez une seule femme. » On peut dire que la polygamie est un droit de la femme, et parmi les droits de la femme. Parce que sans la polygamie, les femmes seront souffert, soit qu'il y ait des relations avec les hommes hors mariage, non officielles, et les hommes les exploitent. Mais s'il est mal vu pour une femme de vivre seule, peut-elle faire le choix de vivre avec plusieurs maris? Autrement dit, si elle choisissait la polyandrie.
J'aimerais bien voir une femme qui aurait 4 gaillards comme mari et qui, tous les soirs, lui disent « Viens, moi, j'ai envie de toi ». J'aimerais bien voir ça. Dieu a dit dans le Coran « Alaysallahu bi ahkamil hakimin ». Il est le meilleur des juges. Ça veut dire que nous sommes tous des fautifs, des fauteurs et des transgresseurs. Nous pouvons tous nous tromper dans nos jugements. Mais moi, mon interprétation dans ce cadre-là, c'est de donner à chaque épouse ce à quoi elle a droit. Mais d'où vient la polygamie? Et qu'est-ce qui fait sa popularité sur le continent? Rencontre avec un professeur d'université. Eh bien, ce mariage polygamique vient du fait que, dans le système ancien, non seulement on avait besoin de perpétuer son nom, mais on avait aussi besoin de bras. Donc les femmes formaient potentiellement une main-d'œuvre pour la richesse. Parce qu'était riche autrefois celui qui avait beaucoup d'enfants. Et beaucoup d'enfants, c'est vraiment beaucoup de femmes. Le polygame est un homme évidemment respecté, il a des alliances avec d'autres groupes familiaux, ce qui donne la possibilité évidemment de se promener ou d'aller dans ces groupes et voire d'y commercer. Selon ces adeptes, la polygamie serait un rempart contre le mensonge, l'infidélité et l'hypocrisie au sein du foyer. Et les polygames de railler ceux qui se vantent d'avoir un 2e ou 3e bureau, comprenez, 2 ou 3 maîtresses. Mais la polygamie aurait un autre avantage. Elle serait également le ciment de la solidarité familiale entre épouses. Pour moi, l'éducation de l'enfant, c'est pour tous, quoi. On éduque l'enfant ensemble. Pas c'est pour lui, c'est pour l'autre. Idéologiquement, c'est ton enfant, quoi. Parce que c'est l'enfant de ton mari. C'est dit par la religion même. Mais la religion ne peut pas tout. Il faut aussi évoquer la jalousie, les problèmes d'héritage, la solitude, les humeurs du mari, sa violence parfois. Aujourd'hui, malgré tout, la polygamie résiste aux mutations du continent. Dans les grandes agglomérations, le nombre de foyers polygames ne faiblit pas. Et cela, même si avoir une grande famille, la loger, l'entretenir coûte de plus en plus cher. La polygamie, un système matrimonial qui reste avant tout plébiscité par les hommes. C'est Rendez-vous au maquis et la polygamie est au cœur du débat. Aïssa Maïga, je vous ai vu être très réactive. Alors, le jeune marié qui faisait un bisou à chacune de ses épouses, c'est pas du tout passé. Mais ça, visuellement, c'est pas possible. Et puis dans ce que ça raconte du statut de la femme, de l'infériorité supposée. Parce que pourquoi pas la polygamie? Mais dans ce cas-là, on pourrait aussi institutionnaliser la polyandrie, c'est-à-dire permettre aux femmes d'avoir plusieurs maris. Moi, ce qui compte pour moi, c'est l'égalité homme-femme et surtout le respect des individus, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes. Donc, Alors justement, vous, M. Ballot, qui luttez contre la polygamie, juste après les indépendances en Afrique, on pensait que la polygamie allait reculer progressivement avec les progrès de l'urbanisation, de la scolarisation, mais il n'en est rien aujourd'hui. Comment l'expliquez-vous? Je donnerai d'abord une petite précision sur le terme polygame, parce que, encore une fois, ça a été interprété à l'avantage de l'homme, parce que la femme aussi. Alors précisons, M. Ballot, qu'ici, nous parlons de la polygamie dans le cadre du mariage, qu'il soit coutumier, civil ou religieux. Je dirais que la polygamie a 2 facettes. Vous avez la polyandrie et la polygynie. Et la polygynie. Donc, comme les hommes, ils veulent toujours interpréter les choses à leur avantage, on ne se braque que sur, on ne se fixe que sur la polygamie. Ben oui, bon, moi je dis c'est une pratique condamnable et c'est un mensonge parce qu'une femme aussi peut avoir le droit d'aller vouloir être avec plusieurs hommes. Aurore Kindouelo-Lamine, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Je crois que la polygamie, c'est déjà... je ne parle pas de la polygamie, je ne parle pas de l'adultère, je ne parle pas de l'infidélité. Et vous ne parlez pas non plus de la polyandrie? Non, la polygamie, on parle masculine, parce qu'il y a la polygynie, la polyandrie, donc c'est différent. Pourquoi? Parce que je pense qu'un homme polygame, c'est un homme qui respecte la femme. Des polygames, j'en connais plein, en France, en Afrique, qui ont 4, 5, 6 femmes, ça ne les empêche pas d'aller chercher ailleurs. Donc, et Mme Badinter, dans son livre XY de l'identité masculine, que vous avez dû sûrement lire, dit que l'homme est en train de vouloir tout le temps prouver sa virilité parce qu'il en doute. Pourquoi? Parce que dans sa tête, donc, il prend son sexe comme un outil de performance. Donc, il faut aller toujours prouver, il veut toujours prouver à lui-même
qu'il est homme, qu'il est viril, donc il faut davantage de femmes, il faut encore plus de femmes, il faut encore consommer davantage, et sans prendre en compte l'angoisse et les états d'âme de l'autre. En même temps, le respect d'une femme, ou alors le choix de la polygamie, qui pose des problèmes fondamentaux de santé mentale, de violence intrafamiliale, de promiscuité, d'échecs scolaires, en tout cas ici en Occident, même en Afrique, parce qu'il faut avoir les moyens socio-économiques pour arriver à éduquer ces enfants. Nous avons vu la réalité, les réalités de la polygamie, mais au fond, comment vivent les foyers polygames? Que ressentent-ils vraiment? Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h sur la fréquence. Siga est journaliste à la radio municipale de Dakar. Dans le privé, elle a choisi d'être la seconde épouse de l'homme qu'elle aime. Pour Siga, être mariée avec un polygame ne présente que des avantages. Nous, dans ce ménage polygame, tu es obligé, par exemple, le mari, il doit faire 2 jours chez l'une et 2 jours chez l'autre pour quand même reprendre un peu de souffle. Et puis, dans ce couple polygame-là, on rivalise de savoir faire tous les jours. Hein. Tu te dis à chaque fois, je veux quand même me surpasser, faire plus que la première. Et puis, c'est comme ça, c'est un challenge quotidien pour moi. Mais il faut parfois ruser pour apaiser les petites tensions du quotidien. Au Cameroun, Abdoulaye, père de 10 enfants, a un truc infaillible. Le secret, c'est de ne jamais apprécier l'autre auprès de l'autre. Donc il faut essayer toujours de donner une position négative de l'autre auprès de l'autre. Donc c'est le secret là-bas. Quand vous mangez un repas, vous dites waouh, peut-être, je peux te jurer, il n'y a que chez toi que je peux avoir ces repas. La même chose de l'autre côté. Donc il faut jouer au malin toujours. Hein. Mais où trouver du réconfort quand la mésentente prend de l'ampleur et s'installe jusqu'à menacer la pérennité du couple? Souvent, mari et femme prennent le chemin de la mosquée pour écouter les conseils conjugaux du prédicateur qui les a mariés. Une démarche qui peut se révéler infructueuse. Moi, je pense qu'il appartient au couple de résoudre les problèmes, même si c'est difficile. Dieu a uni les époux, c'est leur destin. Le secret ne doit pas sortir de la maison. Dans une famille, il y a toujours un combat, mais il appartient au couple de le résoudre. La polygamie, Janine ne veut plus en entendre parler. Webmestre, dans une société de communication à Abidjan, fille de famille polygame, elle vivait heureuse avec son mari. Mais un soir, un monde s'est écroulé. Je vivais avec un homme. Vraiment, on a passé de bons moments ensemble. Jusqu'à ce qu'un bon matin, qu'il vienne me dire que tiens, bon, je viens avec une deuxième épouse. Vivre avec un homme qui a 2 femmes, c'est vraiment compliqué. Je me sentais délaissée, je me sentais vraiment méprisée. Je me sentais abandonnée au fait par mon mari qui ne s'occupait plus de moi, qui ne s'occupait plus de mon fils. Et je me sentais rejetée. Autre pays, autre expérience. Direction la banlieue de Libreville, au Gabon. Bissu et Basile sont en ménage depuis peu. Cet ancien préfet a 3 femmes, Bissu est la dernière. La polygamie, le couple nous en parle à cœur ouvert. J'ai choisi la polygamie pour être en harmonie avec moi-même et être en harmonie avec mon milieu. Parce que ma première épouse avait plus d'aptitude vis-à-vis de ma famille, mais qu'il fallait aussi une épouse qui a des aptitudes vis-à-vis de moi et qui satisfasse mes choix. On a beaucoup de difficultés, mais la principale est celle où le mari n'est pratiquement pas à la maison. Il peut être chez l'autre. Toi, tu restes seul avec les enfants. Vous pouvez donc trouver une femme qui constitue pour vous votre tête et une autre qui est votre cœur. C'est rare de trouver une qui est les deux. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas partager le cœur en 2. Soit on aime, soit on n'aime pas. Mais sur le continent, l'histoire de polygamie la plus célèbre est certainement celle qu'a vécue Claude, surnommée la Reine Blanche. Nous l'avions rencontrée il y a quelques années au Cameroun. Cette fille de missionnaire protestant, française d'origine, avait épousé en 1978 un chef de village. Quand je l'ai connu, il avait au moins 25 femmes. Et je l'ai aimé comme il était.
Donc c'est différent d'une femme qui a épousé un homme qui plus tard devient polygame, c'est différent. L'amour fait que rien n'est impossible, quoi. Ça se fait naturellement. Quand je suis allée me marier à la chefferie, il y avait vraiment que le chef et moi qui étions d'accord. Bon, ces femmes aussi étaient d'accord, mais je ne sais pas ce qu'elles avaient au fond du cœur. Mais elles m'ont toujours prise comme vraiment une des leurs. On dit souvent qu'il vaut mieux marcher sur sa propre route, même en marchant mal, qu'en marchant bien sur la route de quelqu'un d'autre. Son mari est décédé en 1987. Mais par fidélité à sa mémoire et pour ce continent qu'elle aime par-dessus tout, cette passion africaine, comme elle dit, Claude est restée au village. Elle y vit toujours, parfaitement heureuse. Vous êtes toujours dans Rendez-vous au maquis. Alors, Jean-Marie Ballot, on vient de le voir. Les histoires de polygamie sont des histoires douloureuses. Alors, vous êtes vous-même enfant de polygame. Est-ce qu'au sein de votre famille, c'était aussi douloureux, la polygamie? J'ai vécu ce drame en voyant la deuxième femme de mon père, qui lui a été d'ailleurs donnée par reconnaissance de service rendu, comme un objet, hein, voilà, la chosification de la femme. Cette dame qui sûrement aimait mon père, mais en est devenue folle, parce qu'elle ne pouvait pas sentir ma mère qui s'est mariée avec mon père par amour dans les années 40, donc c'était rare. Et je me rappelle encore, un jour, alors que mon père faisait la sieste, elle s'est armée d'un pilon pour aller lui fracasser la tête. Heureusement qu'il s'est réveillé au même moment. Et les enfants de cette dame n'ont pas pu rester aussi à la maison parce qu'ils ont vu leur mère souffrir. Donc la souffrance, la déchéance, elle est morte folle. Aurore Kindouelo, vous êtes aussi enfant de polygame. Votre père avait 8 femmes. Vous, par contre, votre enfance n'a pas été malheureuse, d'après ce que... Et pourquoi? Parce que, comme a dit la Dame Blanche, il y a l'acceptation des femmes. Il y a des femmes qui acceptent cette situation. Au lieu de rester seules, autant avoir un mari. Un mari, fonder sa propre famille. Nous, les générations ancestrales, on dit les enfants de cette femme-là. On dit les enfants de. Moi, je vois par exemple au Congo-Kinshasa, dans le Kasaï, quand on dit en Chiluba, bah quoi, Sumpi. Sumpi, c'est la femme. Bah, les enfants de Sumpi, les enfants de ceci. Comme les reines, en fait. C'est en fait comme les reines. Vous formez un clan en vous. Donc, l'homme, en fait, c'est qu'un géniteur. Mais c'est vous qui formez le clan. Alors, ce clan-là qui fait que, quand il dit, ils ont souffert, mais ça dépend de la manière dont on vous éduque. Parce qu'il y a une émulation qui s'est créée entre les enfants de ces femmes. Nous, il faut réussir parce que les enfants de l'autre, si les enfants de l'autre ont réussi, vous n'avez pas réussi. Donc vous étiez plutôt dans la bonne humeur et la bonne entente entre enfants. Oui, parce que nous, on vivait chez l'autre maman. Et n'oubliez pas qu'en Afrique, les enfants ne sont pas seulement les enfants du géniteur. Ils appartiennent même les oncles, les tantes, à on toute peut la élever. cour et à toute la société. Aïssa Maïga, est-ce que vous avez connu, vous, la polygamie dans votre famille? Mon père n'était pas polygame. Dans ma famille paternelle, il n'y a quasiment pas de polygamie. Du côté de ma mère, il y a quelques cas de polygamie. Et je dois avouer que j'ai toujours été très choquée par la souffrance dont parlaient les femmes, pas forcément de façon officielle, mais dans l'espace d'une chambre fermée. Parfois, les cœurs s'ouvrent et elles racontent à quel point c'est difficile, à quel point c'est humiliant. Alors, justement, vous qui combattez la polygamie, comment est-ce qu'on peut la combattre en Afrique lorsqu'on sait que dans certains pays où elle est interdite, comme en Côte d'Ivoire, elle n'a pas reculé? Est-ce que je peux me permettre juste de dire quelque chose qui me turlupine depuis tout à l'heure? Parce que vous semblez opposer, d'un point de vue de la moralité, la polygamie, qui serait donc un cadre absolument sain, dans lequel les relations entre les hommes et les femmes, les relations multiples d'un homme avec plusieurs femmes, seraient, comment dire, absolument saines. Vous opposez donc ça aux couples monogames qui sont adultères. Et en fait, le contraire de la polygamie, c'est pas forcément la monogamie malhonnête, c'est tout simplement peut-être la monogamie tout court. Qu'est-ce que vous faites de ça? C'est compliqué parce que pourquoi les gens pensent que quand on affiche ouvertement ses désirs, ses tendances... Une sexualité multiple? Oui. Quand on l'affiche ouvertement, d'abord, quand il a parlé, mon frère a parlé de
dans la société traditionnelle, vous savez que pour épouser une deuxième femme, il fallait d'abord l'autorisation de la première. Et si la première dit non, il faut négocier. Les familles négocient. Oui, tout ce que ça suppose de pression mise sur la femme, sur la première épouse. Mais déjà, il faut les négocier. Mais ça dit que c'est pas toujours vrai. Hein. C'est pas la question, c'est pas la question que j'ai posée. Traditionnel. Alors maintenant, c'est pour tout simplement répondre à la polygamie. Ça veut dire ceci. Aujourd'hui, pourquoi je m'oppose? Un homme polygame, c'est un homme qui reconnaît ses enfants, qui a légalisé ses enfants et sa pratique, au vu et au su de tout le monde. Un homme monogame, donc c'est un homme adultère qui s'inscrit dans le cadre de la loi. Non, un homme monogame, aujourd'hui, il est monogame, un homme respecté, parce que tout le monde voit que c'est un homme respectable, il est fidèle, il fait des enfants à l'extérieur qu'il ne reconnaît pas. Ou pas, madame. Je parle de ceux qui sont adultériens, je parle par rapport à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui ne sont pas polygames, il y en a. Mais alors, fidèle, je ne sais pas. Jean-Marie Ballot, est-ce que la monogamie... Donc peut-être que c'est l'éducation qui est le remède et ce n'est pas forcément la polygamie. Ils ne sont pas polygames, mais fidèles, je ne sais pas s'ils sont fidèles. Qu'ils soient monogames ou polygames. Une dernière question, Christian Éboulet. Est-ce que la monogamie est le modèle idéal, celui qu'on doit imposer à tout le monde ensemble? Le modèle idéal n'existe pas. Alors, est-ce qu'il empêche au moins tous les problèmes que vous reprochez à la polygamie? C'est un moindre mal, la monogamie? Parce que dans cette situation, vous avez des enfants en souffrance, vous avez des femmes en souffrance. Bien sûr, il y a des femmes qui choisissent, qui peuvent défendre la polygamie. Sur la Terre, vous pouvez trouver des gens qui défendraient Al Capone, un grand brigand. Mais quand on prend en compte le sort des enfants, le sort des femmes, en tout cas que j'ai pu en rencontrer ici ou en Afrique, on ne peut que condamner cette pratique qui chosifie la femme et qui explose complètement les enfants, parce que générant des troubles du comportement chez les enfants, parce qu'ils ont besoin d'une image paternelle, de présence d'un père pour se construire. Le père séparateur. Et là, dans la polygamie, ça n'existe pas. Parce que pour peu que le mari soit amoureux de la dernière épouse ou de la dernière femme, pour peu que les enfants de cette femme posent des actes, ben le monsieur va se lever à bras raccourcis, tomber sur la femme, parce que les enfants de la préférée ont été grondés ou corrigés. Alors, Aurore Kinduelo, que pensez-vous de ce que vient de nous dire Jean-Marie Ballot? En conclusion. Je pense que dans ce que nous pensons et nous faisons, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et cette hypocrisie que je défends, moi. La deuxième chose, qu'est-ce que nous reprochons? Qu'est-ce qui fait que la jalousie? C'est le corps ou le cœur de l'homme? Qu'est-ce que nous défendons? Son corps ou son cœur? Son cœur est toujours partagé. Le cœur de l'homme est toujours partagé entre sa mère, il aime sa mère, moi j'aime ma mère et mon père, on aime les neveux, on aime les nièces. Dans ce cas-là, madame, pourquoi est-ce que vous n'aimez pas plusieurs hommes? Attendez. L'unité de votre cœur pourrait être préservée par la polyandrie. Attendez, je vais vous répondre pour ça. Je vais vous répondre tout simplement parce que entre l'homme et la femme, je disais tout à l'heure, j'ai commencé parce que ça a été interrompu, l'homme, dans sa formation, il se régénère et il fait un vidange. Mais la femme aussi, attendez, non, pas du tout. C'est pas la même chose du tout. Aurore, je vous laisse terminer, je vous laisse conclure. L'homme régénère, c'est-à-dire qu'il fait un vidange. Il peut faire un vidange aujourd'hui. La femme peut être malade, la femme peut avoir des règles, la femme peut avoir l'accouchement, peut faire un vidange chez une femme de joie, peut faire un vidange chez une maîtresse. Là, c'est toléré. Mais par contre, bien sûr, non, c'est pas toléré. Bien sûr, c'est toléré. Alors, le mot de la fin pour Aïssa Maïga. Vous pensez qu'un homme qui aujourd'hui reconnaît que voilà, ça, c'est une femme. Je dis bien, pas une maîtresse. Attention, c'est une femme. Je reconnais comme une femme. Je reconnais ces enfants comme les miens. C'est respectueux. Aurore, c'est sur ce beau mot qu'on vous terminerait. On va demander à Aïssa Maïga le mot de la fin. J'ai été élevée par un père qui était progressiste, un Africain progressiste. Dieu merci, j'ai un compagnon qui me respecte absolument et qui se respecte aussi en ayant de lui-même l'image d'un homme entier dans ses convictions et qui ne considère pas que la femme peut être multipliée autour de lui. Enfin, j'en perds mes mots parce qu'en fait, vous avez un discours très articulé. Vous avez un discours très articulé. Je vais finir, je vous ai laissé parler. Vous avez un discours... Non mais laissez-moi finir, laissez-moi juste finir. Laissez-moi juste finir. Vous avez un discours qui est très articulé et qui pourtant est très
rétrograde. Et c'est vraiment troublant parce que vous distordez la réalité pour la rendre conforme à la conviction que vous avez, qui est qu'un homme polygame est un homme qui respecte les femmes. Alors que, si vous êtes honnête, madame, je ne pense pas que vous pouvez penser qu'aujourd'hui, les femmes méritent ce sort-là. Non, j'ai pas dit ça. Il y a peut-être des îlots de bonheur dans la polygamie, mais vous ne pouvez pas ignorer la souffrance des femmes qu'on a vue. J'ai pas dit ça. Voilà, donc comment pouvez-vous défendre ce système ? Le débat est houleux. Aurore, de la lecture, il paraît que ça adoucit les mœurs, comme la musique. Christian, qu'est-ce qu'on lit Alors, sur le un conseil de lecture pour poursuivre ce débat passionné. La polygamie en question du sociologue burkinabé Alfred Sawadogo, paru chez l'Harmattan. Et puis le mois prochain, dans Rendez-vous au maquis, nous parlerons de la sorcellerie. Merci beaucoup à Aurore Kinduelo. Merci beaucoup Jean-Marie Ballot. Bonsoir à tous et à toutes. Le débat s'arrête ici, mais il continue sur les réseaux sociaux, tous à vos téléphones. Hashtag Hervé Maquis. Sur TV5 Monde, l'Afrique a rendez-vous au maquis et Aïssa Maïga aussi. Lise Loretia nous a rejoint. Nangadef, bonsoir à tous. Avec nous également Claudia Tagbo. Bonsoir, ni hao. Claudia, vous allez pimenter nos débats, nos échanges de votre regard très crazy. Ah, peut-être, mais ouais, heureusement que je n'étais pas sur le plateau d'avant parce que là, ça aurait été vraiment crazy. Il y en a une que j'aurais vidangée, moi-même, de mes propres mains. Lise-Laure, on s'abstient de commentaires ? Pas de commentaires. Nous allons maintenant nous intéresser à Aïssa Maïga. Tout de suite, quelques images sur votre parcours. Coiffure sans rail pour Aïssa Maïga lors de la dernière cérémonie des Césars. Clin d'œil au Mali qui vit des heures difficiles. Son africanité, Aïssa Maïga l'assume. Un papa malien, une maman sénégambienne. Elle a 4 ans quand elle arrive en France et ses premières émotions, elle les a vécues ici, au Mali justement, près de Gao, aux portes du désert. Comme il est loin, le temps où l'adolescente flashait sur Romy Schneider un soir de ciné-club. Aujourd'hui, Aïssa conduit sa carrière la tête haute. Elle assume ses choix artistiques et travaille indifféremment avec des réalisateurs européens ou qui tournent sur le continent. L'actrice semble aussi à l'aise dans les films à petit budget que dans les superproductions. 1996 est l'année de son premier rôle important, Sarah Cabot, un film tourmenté. On n'ose pas dire un film noir, car être noir dans le cinéma français semble alors poser problème. Aïssa découvre racisme et préjugés, mauvaise foi et bonne conscience. Elle profite de sa célébrité naissante pour s'engager. On la retrouve donc sur scène pour soutenir Les Indivisibles, une association antiraciste, mais aussi en qualité de marraine UNESCO pour lutter contre l'analphabétisme. Ce goût de l'engagement, ce sens des responsabilités, elle le doit à son père, journaliste politique à Jeune Afrique, décédé quand elle avait 8 ans. Lucide, exigeante et pudique, celle qui rêve de travailler avec des metteurs en scène comme David Lynch ou Jacques Audiard est désormais en haut de l'affiche, avec une aisance certaine et une certaine sérénité. Vous vous reconnaissez dans ce portrait, Aïssa Maïga ? Oui, je me reconnais. Mais en fait, mes premières années, je les ai vécues au Sénégal et non pas au Mali. Mais c'est vrai qu'après, c'est au Mali que j'allais en vacances et que j'ai vraiment mes premiers souvenirs. C'est noté et bien noté. Justement, cette Afrique que vous avez quittée petite, vous en avez gardé des souvenirs, des images ? Alors, du Sénégal, très peu. Enfin, des images qui ressemblent à des rêves, qui s'évanouissent. Des sensations, peut-être oui, des ça a été une odeurs. rupture, en fait, parce que je suis arrivée, j'avais 4 ans et demi. Je vivais avant ça au Sénégal avec ma mère et je suis venue avec mon père. J'ai changé de langue, j'ai changé de pays, je ne voyais plus ma mère. Donc, je pense que les enfants, parfois, quand il y a des chocs comme ça, refoulent. Et c'est ce qui m'est arrivé. Vous avez encore de la famille en Afrique ? Mais quelle question! Mais quelle question! Mais j'ai une énorme, une immense famille. Du côté de ma mère, ma famille se trouve au Sénégal et en Gambie, puisque ma mère vient des 2 pays. Et du côté de mon père, la plupart de la famille se trouve au nord, dans la région de Gao, mais également à Bamako. Et puis j'ai de la famille ici en France. Je vais vous dire une chose. Mon grand-père et ma grand-mère, mon grand-père était polygame. Qu'est-ce que je raconte? Non, monogame. Mon grand-père était monogame. Attention, vous allez jeter un Il a eu donc 12 enfants avec ma grand-mère et tous les enfants de ces enfants-là, donc leurs petits-enfants, tous réunis, ça fait 50 personnes. Juste les cousins et cousines germains. Alors justement, vous parliez du Sénégal, alors un peu sénégalaise, un peu gambienne, un peu malienne, française aussi. Anglais. Qui êtes-vous?
Aïssa Maïga? Un être hybride, multiple, hyper métissé. Et visiblement heureuse de l'être. Ah bah oui, tout ça fait partie de mon héritage. Tout le monde ne le dit pas très bien. Hein. Bah, en fait, j'ai eu vraiment la chance d'être baignée dans une atmosphère familiale dans laquelle on ne me demandait pas de loyauté, de choisir d'un côté ou de l'autre. Je ne me suis jamais sentie écartelée. Je voyais des différences, on ne va pas se mentir, entre la maison et l'extérieur. Mais voilà, je n'ai pas du tout été écartelée. Et puis j'ai eu une vie compliquée, mais heureuse. En fait, avec toutes ces origines, vous êtes le symbole de Rendez-vous au maquis. Hein, vous. Absolument. Vous êtes un peu notre mascotte. C'est un honneur. Elle toute seule, c'est un poème africain. Il y a quelque chose comme ça. Mais oui. Merci, magnifique, Claudia. cette fille. Mais il y a des trucs qu'elle ne dit pas tout. On va arriver peut-être sur la carrière très très vite, je pense. Je pense que vous avez des questions à lui poser. Mais il faudra que tu dises toute la vérité ici ce soir. Mais toi, tu as des dossiers contre moi. J'ai des dossiers, je suis prête. Donc toute la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Alors, quand Aïssa Maïga avez-vous pris conscience d'être une actrice noire? Quand on m'a dit qu'il fallait que je le reste. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au départ, moi je suis arrivée comme Claudia, comme toutes les actrices, noires, blanches ou autres. Enfin, on arrive avec un rêve artistique très fort. On a des questionnements et puis les réponses, on les a au fur et à mesure de notre parcours. Et en fait, on rêve surtout d'interpréter toutes sortes de rôles, du théâtre classique, du théâtre moderne, des drames, des comédies, du cinéma, de la télé. Et très rapidement, quand je me rendais à des castings où on cherchait une fille de 20 ans, parce que j'avais 20 ans à l'époque. Hier, quoi? Oui, avant-hier. On me regardait parfois. Non, mais c'était spectaculaire et je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir fait de caméra cachée. Parce que les gens avaient des réactions, mais vraiment comme ça, hyper saisies. Comme s'ils voyaient un martien, quelqu'un venu d'une autre planète. Ça t'est arrivé? Claudia a l'air de comprendre de quoi il s'agit. Et du coup, oui, c'était un petit peu violent parce que très rapidement, alors au début, je me suis dit, c'est un con, c'est une conne. Et puis, en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était une mentalité qui avait imprégné tout le métier et que les gens qui pourtant n'étaient pas racistes et qui ne l'étaient vraiment pas, avaient des réflexes racistes. Mais alors du coup, qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer? Être une femme noire, être une femme comédienne noire? Le plus dur, ce serait d'être noire, aveugle, handicapée, quoi d'autre, muette. Non, enfin, disons que c'est difficile, mais très honnêtement, si on a un tout petit peu de mémoire et qu'on se rappelle ce que d'autres ont vécu avant nous, on retrousse ses manches et puis on se dit attends, mais on y va. Et puis de toute façon, on est là. Ben oui. On est là, ce pays, on construit. Hein. Non, moi je suis fascinée parce que... Je ne vous imaginez pas aussi sage sur un plateau, je suis sage parce que ce qu'elle dit est tellement juste. Et puis on peut dire que maintenant Aïssa, elle a passé ce cap-là parce qu'il faut voir dans sa filmographie, elle joue des rôles maintenant qui ne sont pas spécialement de rôles de femmes noires. Voilà, je pense que ça fait un moment qu'elle n'a pas fait les infirmières, les nounous et tout ça à la télé. Donc j'ai pas l'impression que ça lui manque. J'ai pas l'impression non plus. Je ne cherche pas à faire que des rôles entre guillemets politiquement corrects. Je ne veux pas jouer que l'avocate, que le médecin, etc. Mais simplement avoir accès à des rôles complexes, des rôles qu'on a envie de comment justement au-delà. Parce qu'on pourrait croire que finalement, les actrices noires ne veulent pas jouer des rôles de femmes noires. Mais c'est pas ça. Il y a des rôles que tu as joués ou que j'ai joués ou que d'autres ont joués qui sont des rôles magnifiques, qui sont des rôles de femmes qui vivent dans un village en Afrique. Mais ça, je le revendique, j'en ai envie. Attention, on n'a pas envie d'être blonde. Non plus, mais justement, Aïssa, comment est-ce que vous choisissez vos rôles? Au mieux, je ne sais pas. D'abord, on essaye de ne pas se répéter, d'aller vers des challenges, de la nouveauté, le défi. Ce qui détermine aussi beaucoup les rôles, évidemment, au-delà du scénario, de la qualité narrative, dramaturgique, c'est également l'univers d'un metteur en scène. Ça, c'est aussi évidemment ce qui fait rêver. Ou alors, parfois, on rêve de... Il y a des rôles comme ça qui Antigone... En tout cas, c'est génial. Elle a fait la fiancée plusieurs fois de Romain Duris et tout. Je me dis, j'ai juste envie de dire que bon, when you go black, you never go back, n'est-ce pas? Parce que maintenant, tous ces gars-là, ils veulent des femmes noires maintenant. C'est génial. C'est génial. Et moi, depuis, quand j'arrive dans les castings, que je sens que je peux être prise, je me dis, attention, Aïssa. Oui, Aïssa, je suis prise. Parce que les Français, je fais ça, j'ai les Français, et ça passe. Je donne à tous les... C'est un conseil que je donne à toutes les comédiennes noires. Faites ça. Regardez, Aïssa, et ça passe tout de suite. Il faudrait pouvoir l'appliquer dans la vie aussi, non, Lise-Laure? Mais on peut l'appliquer. Ça, c'est toi qui décides si tu veux le faire ou pas.
C'est ça le truc. Okay. Je vais chez ma boulangère et tu dis bonjour Aïssa. Elle dit yes. Ah, la fiancée de Romain Duris, baguette. 50 centimes. Vous avez choisi, Aïssa Maga, de jouer dans un téléfilm, Toussaint l'ouverture. Alors, est-ce que c'est un engagement militant? Alors, Toussaint l'ouverture, qui est donc cette figure de la révolution haïtienne, le père fondateur de la nation, de la première nation noire libre. Enfin, il y en a eu auparavant, mais dans le contexte du monde esclavagiste. C'est une figure qui est présente dans tout le monde noir, dans toute la diaspora. D'ailleurs, Danny Glover, cet acteur noir américain, rêvait de porter à l'écran, de réaliser un film sur Toussaint l'ouverture. Eusanne Palsy, réalisatrice martiniquaise également. Il est connu dans toute l'Afrique, dans toute la Caraïbe, dans toute l'Amérique. Et il est connu également de tous les amoureux de la révolution, des idéaux révolutionnaires, etc. Donc évidemment, quand j'ai appris par France Zobda et Jean-Loup Montieu, qui sont un couple de producteurs extraordinaires. C'est fabuleux. Voilà. Évidemment, et qu'ils m'ont dit, voilà, est-ce que tu voudrais jouer la femme de Toussaint, Suzanne, qui était une esclave affranchie, dont on sait très peu de choses, mais le simple fait d'imaginer le parcours psychologique, le parcours de vie d'une femme noire, haïtienne, née esclave, émancipée, devenue femme libre et étant devenue l'épouse d'un homme qui a voué sa vie à la liberté de Saint-Domingue, à l'époque Haïti, bah voilà, c'était une porte d'entrée incroyablement riche pour construire le personnage. Et en plus, c'était un projet pour... La réponse est longue, hein, mais j'ai bientôt fini. Mais pas du tout, c'est un bonheur de vous entendre. C'était en plus un projet pour la télévision. Donc je savais que d'office, des millions de foyers français allaient être imprégnés par l'histoire de ce héros noir méconnu. Alors je repose ma question, est-ce que c'est un engagement militant? Alors c'est d'abord... oui. C'est étonnant comment à chaque fois vous rebondissez sur l'aspect militant de votre travail. Il n'y a pas que ça évidemment, mais c'est très présent. Est-ce que c'est lié à votre père qui est évoqué dans le sujet sur vous, que vous avez perdu quand vous étiez petite, mais au fond qui vous a certainement laissé quelque chose? Quoi? Est-ce que vous faites un lien entre vos engagements? Oui, alors d'abord la première chose, c'est que l'acte artistique, c'est un engagement. Qu'on fasse de l'humour, du stand-up, qu'on se mette en danger sur scène, qu'on décide de faire un film plus évidemment militant, c'est un acte d'engagement très fort, c'est une prise de parole. On sait qu'on va forcément, dans une certaine mesure, influer sur les mentalités. Et ensuite, c'est vrai que j'ai un héritage dont je suis très fière, qui est fait aussi de douleur, puisque voilà, j'ai été orpheline de père à l'âge de 8 ans. Mais un héritage qui m'a porté. Et quel père? Un journaliste engagé dans les années post-indépendance et qui s'est engagé très proche de Thomas Sankara. Oui, mon père était journaliste, donc il travaillait d'abord à Jeune Afrique. Puis je me souviens un jour, tout le merchandising a changé à la maison. Il y avait des stylos différents, plein de trucs que j'adorais. Et en fait, il avait changé. Voilà, il était allé un cran au-dessus dans son engagement. Il était entré au sein d'un journal révolutionnaire qui s'appelle Africasie. Et il avait décidé d'entrer dans ce journal-là parce qu'il avait la possibilité de défendre ses idéaux et notamment de relayer de façon peut-être plus percutante l'œuvre, le travail révolutionnaire de Thomas Sankara, qu'on ne présente plus, qui était le dirigeant burkinabé qui a essayé de faire de ses idéaux politiques des actes tangibles. C'était un homme incroyable qui a sans doute commis des erreurs, certains excès, mais qui a placé l'intérêt du peuple au centre de toute décision politique, avec un courage inégalé qui l'a d'ailleurs mené à sa mort, à son assassinat. Et mon père a été peut-être un des premiers à être éliminé en janvier 84. Donc c'est sûr que c'est un héritage qui m'a pétri. Et puis quand je suis allée notamment au Burkina pour tourner un film des années après, j'étais loin de m'imaginer à quel point sa mémoire serait vivante encore. C'était il y a une dizaine d'années. Et les gens, quand ils ont appris que j'étais la fille de Mohamed Maïga, mais très honnêtement, ça a été un vrai choc de voir qu'il était vivant. Que sa mémoire était que sa mémoire était extrêmement présente. Il avait à l'époque encore un centre... Le centre des médias, le centre Mohamed Maïga. La maison de la presse, Mohamed Maïga, et les gens se souvenaient très très bien dans cette atmosphère de ce pays qui est assez meurtri, puisque la parole ne circule pas librement. On ne peut pas parler de Thomas Sankara
autrement qu'à voix basse, ça reste quand même un acte encore assez dangereux. Alors justement, Aïssa Maïga, vous travaillez aussi bien avec des réalisateurs africains qu'européens. Est-ce que la manière de travailler est la même? Alors, il n'y a pas un réalisateur qui ressemble à un autre réalisateur. Qu'il soit africain ou européen? Non, enfin, moi, comment vous dire, je ne vais pas choisir un projet par rapport à la nationalité du metteur en scène, je m'en fous complètement. Ce qui m'importe, c'est son travail, son discours, sa direction d'acteur, son univers. Et il se trouve, le talent, c'est universel, hein, la médiocrité aussi d'ailleurs. Mais voilà, donc il y a des réalisateurs talentueux extrêmement talentueux, comme Alain Gomis. Je le range dans la catégorie africaine parce qu'on a tourné en Afrique, mais il est... Avec le film Thé aujourd'hui, dans lequel Aïssa a une superbe scène d'ailleurs. Merci. Et Abderrahmane Sissako. Et puis je rêve encore de travailler avec d'autres, des femmes aussi. J'ai jamais travaillé avec des réalisatrices africaines. Mais mon imaginaire, une partie de mon imaginaire se déroule là-bas. Enfin, évidemment. La réalisation, c'est un rêve pour vous? Oui, pour l'instant, c'est un rêve et ça devient réalité petit à petit. J'y travaille. Alors, est-ce que justement vous participez à des événements autour du cinéma en Afrique? Alors, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller au FESPACO. Je n'ai jamais été libre. Qui est le festival panafricain du cinéma à la télévision. Et quand le FESPACO arrive, je tourne. Alors, vous en êtes sûr. Donc là, je vise 2015, la prochaine édition. Et oui, j'aimerais beaucoup. Mais sinon, non, je n'ai pas vraiment été sollicitée pour des événements là-bas. Mais vous dites que c'est une question d'agenda plus qu'autre chose. C'est une question d'agenda. Et de toute façon, vraiment, je suis curieuse de toutes les cinématographies, je rêve de travailler en Asie, je parle aucune langue asiatique, mais j'y crois. Aux États-Unis, évidemment. Ouais. N'est-ce pas? Voilà. En Europe, vraiment, et l'Afrique, évidemment. Enfin, je ne sais pas vous répondre autrement qu'avec... Mais ça veut dire qu'il faudra prévoir de partir avec ta doublure, parce que n'oublie pas que je suis ta doublure. Non, mais parce que c'est ça qu'elle ne dit pas. Depuis tout à l'heure, je suis là, je la regarde, je me dis, mais elle va le dire ou pas? Non, on va écrire un tandem. Tous les films que vous voyez, Aïssa, dans les films, les scènes d'amour, vous pensez que c'est moi? Non, mais dis-le. Parce que regardez-la comment elle est mince. Le gars, il n'a pas de quoi s'accrocher, que là, il y a de quoi manger. C'est ça, donc c'est moi qui fais les doublures. Dis-le. Il fallait que la vérité soit rétablie. Voilà, merci, moi, à un moment donné, j'étais là, on m'a dit, Aïssa, viens, je dis, elle va dire la vérité, tu vois. Voilà, c'est ça. Il était temps. Alors, place à votre actualité, Aïssa Maïga, avec l'adaptation cinématographique d'Aya de Yopougon. À l'origine, c'est une bande dessinée qui est coécrite par Marguerite Aboué et Clément Oubreri. Alors, Aïssa Maïga, dans ce film, vous prêtez votre voix à Aya. Claudia, vous interprétez plusieurs personnages. Alors, avant d'en parler... Crazy. Forcément. Alors, avant d'en parler, regardons ensemble ces quelques images. Bienvenue à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan que nous avons baptisé Yop City pour faire comme dans film américain. Je vous présente Ignace, mon géniteur. Aya, tu me fatigues. Pourquoi tu es toujours en train de me désobéir? Cette belle femme, c'est Fanta, ma mère. Tu poses trop de questions. Mais je n'ai rien dit encore. Tu es trop curieuse. Les nouvelles vont vite dans ce quartier. Je vais faire ça à moi. J'ai deux meilleurs amis, Adjoa. Je me vois déjà dans mon grand salon de coiffure acheté par mon mari. Donc la cloche. Et Bintou, la go choc, une grande gazeuse. Bintou, et toi, j'adore cette chanson. Tu es trop forte en solutionnage rapide. Mais ce qui rend Yop City si intéressant, ce sont leurs histoires de cœur qui font vibrer ce quartier. Les filles de Yop City sont belles. Elles vont nous tuer, mon gars. Eh, ma soeur, t'es belle comme un cacao qui sèche au soleil. Tu es enceinte. Tu vas me dire qui est ce voyou, ce vaurien qui t'a fait ça. Je vais le tuer. Les pires trahisons viennent des proches, c'est connu. On part au village, on trouvera bien là-bas quelqu'un qui ressemble à cet enfant. Aya, il faut qu'on parle. Va voir le père de ta grossesse. Tu sais au moins qui c'est, j'espère. C'est lui, regarde. Mon Grégoire, là, il ne boit que du champagne et s'habille chez le plus grand couturier de Paris, Tati. Alors, pour résumer un peu ce que nous venons d'entendre, Aya de Yopougon, ça raconte en fait le quotidien d'une jeune étudiante ivoirienne qui a 19 ans, qui souhaite devenir médecin et qui vit dans un quartier populaire d'Abidjan qui s'appelle Yopougon ou qu'on appelle Yop City. Aïssa, vous connaissiez la BD avant de... Je suis la fan number one de Marguerite Aboué et Clément Oubreri. Vous la connaissez? Ah, mais je la connais très bien et en fait, c'est la seule BD, je crois,
qui m'a causé tant de frustration. Parce que j'étais à chaque fois, je l'ai découverte petit à petit, enfin à la naissance. Donc après le tome 1, il fallait attendre quoi, un an? On a attendu un an pour avoir le tome 2. Le tome 2, pareil, jusqu'au tome 6. Mais c'est une attente qui était récompensée. Mais c'est génial parce que c'est vraiment... Marguerite, elle a ce talent de dialoguiste et puis de raconteuse d'histoire. Elle arrive à camper les personnages avec des répliques chocs hyper drôles, hyper musicales. Et elle nous donne comme ça accès à la verve, tu connais? Oui. D'Abidjan. Bah oui. Ah bah oui. Ça ne vous est pas étranger? Là, ils sont bloqués. Là, c'est dit, oh là là, les pauvres. Non, pas du tout. Aya de Yopougon est un film d'animation français, Aïssa. Les maîtres du genre sont américains. Est-ce que vous avez été approché par Disney ou Pixar pour faire la voix de la princesse Madi dans La princesse et la grenouille, par exemple? Oui, alors ils m'ont approché, puis ils se sont éloignés très vite parce qu'il fallait chanter comme une chanteuse vraiment... Enfin, pas de gospel, mais il fallait un niveau de chant. Mais elle chante, fallait pas. Non mais je peux chanter gentiment, tranquille. Non mais là c'était un niveau vraiment de chanteuse jazz professionnelle. C'est Sheena Moses d'ailleurs qui a interprété ce rôle. Et je trouve en plus qu'elle a fait un travail magnifique. Donc, mais bon, la chance viendra. Ouais, t'inquiète pas, on va trouver. Un jour, un jour. Alors, dans le dessin animé, les Américains ont tardé à créer le personnage d'une princesse noire, mais dans la fiction, on est loin du compte de regarder dans ce sujet comment l'Afrique est perçue à Hollywood. Hollywood et l'Afrique, c'est une histoire qui date des années 30. En 1931, l'Américain Woodbridge Strong Van Dyke réalise Traderhorn. C'est la première fiction tournée au cœur de l'Afrique, dans des décors naturels et sans trucage. L'immersion en terre africaine du réalisateur marquera profondément son équipe. Et tout particulièrement sa vedette, l'actrice Edwina Booth, l'interprète de Nina. Elle attrape sur le tournage une maladie qui l'obligera à mettre prématurément fin à sa carrière. L'Afrique vue d'Hollywood, jusque dans les années 60, c'est essentiellement des aventuriers blancs, des animaux sauvages et des tribus exotiques pour les Occidentaux. C'est dans cet esprit que Van Dyke sort en 1932 un film culte, Tarzan, l'homme singe. Une réalisation tournée cette fois dans les studios à Hollywood, qui fut la première d'une série de 6 films. Elle met en scène Johnny Weissmuller, l'interprète le plus célèbre de Tarzan. Dans les années 80, Out of Africa de Sidney Pollack, autre film culte, marque une nouvelle ère. L'Afrique, cette fois, sert de décor. On met en avant ses magnifiques paysages, avec en toile de fond une belle histoire d'amour, interprétée par de célèbres acteurs, blancs. À partir du XXIe siècle, Hollywood opère un tournant majeur. Les studios américains s'intéressent plus à l'Afrique, en témoignent une dizaine de réalisations majeures. Désormais, le continent noir n'est plus traité à travers le prisme de la colonisation. Les cinéastes se lancent sur des thématiques politiques, comme la lutte anti-apartheid, ou encore les dictatures avec Le Dernier roi d'Écosse qui décrit le règne d'Idi Amin Dada. J'étais fasciné par l'idée de raconter la vie privée d'un tyran. Montrer qu'il s'agissait aussi d'un être humain. Montrer un Amin Dada loin des clichés occidentaux. Les films américains évoquent aussi le thème de la guerre. Lord of War d'Andrew Niccol aborde le trafic des armes. Blood Diamond d'Edward Zwick nous plonge dans le conflit sierra-léonais. Cette nouvelle vision d'Hollywood a permis de mettre à l'affiche des acteurs noirs et aussi d'amener plusieurs superproductions à tourner sur le continent. Jamais je n'aurais pu tourner ailleurs. Nous avions besoin de profils et de visages sud-africains. Nous avons donc travaillé avec des acteurs sud-africains, quelques Anglais et quelques Américains, mais la majorité des acteurs étaient sud-africains. Mais cette nouvelle approche du continent noir n'a pas fondamentalement changé le regard sur les Africains. En témoigne ce document réalisé par une organisation non gouvernementale, Mama Hope. On y voit 4 jeunes Kenyans dénoncer avec humour les stéréotypes véhiculés par le cinéma américain. I am an African man. 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 But do you know who we are?
If you've only seen us in Hollywood movies, this is what you might think of us. Machine guns. We are obsessed with violence. But you don't really think of us that way, do you? We are likable and friendly guys. And we are even on Facebook. We have more than a stereotype. Let's change the perception. Alors pour ceux qui voudraient en savoir plus sur l'ONG Mama Hope, voici l'adresse du site www.mamahope.org. Aïssa Maïga, une réaction sur ce sujet, sur ce regard hollywoodien sur l'Afrique? En fait, j'ai pensé, c'est marrant, tout du long à des films de cinéastes africains, notamment, ou haïtiens, comme Sometimes in April de Raoul Peck sur le génocide rwandais, ou comme Ezra du Nigérian, parisien, Newton Adwaka sur les enfants soldats au Nigeria. Et en fait, je me suis dit, voilà, l'imaginaire des Africains est en marche. Et apporte des réponses, des vérités, ou en tout cas d'autres interprétations, d'autres images. Et c'est ça qui est important. Ça vous parle, quoi. Ouais. Et puis l'humour, c'est vrai que le dernier sujet que vous montrez, il est excellent. Et l'humour, c'est une arme de destruction massive des clichés. Ouais. Lise-Laure, les stéréotypes perdurent. Pourquoi, à votre avis? Les stéréotypes perdurent parce que Hollywood répond d'abord à des impératifs financiers. Quand on voit des films comme Hôtel Rwanda ou par exemple Blood Diamond, on est un peu à mi-chemin entre le cinéma engagé et le cinéma commercial. Pour Hollywood, peu importe les clichés, l'essentiel c'est que le film soit rentable. Bon, en même temps, les talents africains ne manquent pas, même à Hollywood, et le regard finira certainement, peut-être, par changer. Il y aura peut-être un changement, peut-être en 2014, avec la sortie à Hollywood d'un long chemin vers la liberté. C'est un film qui retrace le parcours exceptionnel de Nelson Mandela, et ce rôle sera interprété par l'acteur britannique, vous avez dit le nom, Idriss Elba, qui est d'origine sierra-léonaise et ghanéenne. Aïssa Maïga, vous aimeriez tourner avec Idriss Elba ou à Hollywood? Les deux. Les deux? À Hollywood, c'est-à-dire qu'il y a tellement de réalisateurs, qu'il y a forcément des gens extrêmement talentueux. Il y a ça, c'est pour ça que ça attire. Après, voilà, il y a des réalisateurs blancs, noirs, jaune. Claudia, Hollywood, ça vous tente? Moi, tout me tente, tant qu'il s'agit de travailler, tant qu'il s'agit de s'ouvrir et tout. Bangladesh, moi, je veux bosser, je veux travailler, je veux ouvrir, je veux mettre des points d'exclamation, je veux des points d'interrogation. Donc, si ça, mon métier me sert à ça, donc je vais aller partout. Et il y a un rôle particulier qui vous intéresse à Hollywood, parce que le Hollywood, c'est la consécration. Choisis bien, n'oublie pas que je suis ta doublure. Alors là, tout de suite, vous me prenez au dépourvu, mais... Oh, ça m'étonnerait. Non, mais des rôles forts, des rôles dramatiques notamment, et puis aussi des comédies, et puis aussi... des comédies musicales, par exemple, il y a eu toute une controverse avec ce rôle de Nina Simone, interprétée par une actrice qui avait été jugée trop claire. Est-ce que ça vous aurait plu d'incarner Nina Simone? Oui, d'ailleurs, je peux le faire, par exemple, au théâtre en France, ou on peut proposer pour la télévision. Ça passe pas nécessairement par la case Hollywood. Mais d'ailleurs, j'ai trouvé cette polémique assez exécrable, hein, parce que Zoé Saldana est supposée être trop métisse, trop claire pour interpréter un rôle tragique de femme, comme si on pouvait réduire l'interprétation. Parce que quand on est noir, on pleure plus facilement. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis les larmes sont plus chaudes. Oui. Parce qu'on se vidange plus facilement. Voilà, on y revient. Voilà. Mais à Hollywood, Aïssa Maïga, on n'a pas forcément le choix. On joue les rôles que l'industrie cinématographique demande. Oui, mais en France, c'est quasiment la même chose. Mais finalement, je me rends compte aussi que les actrices noires américaines, parce qu'on a tendance à dire, en France, au moins aux États-Unis, les acteurs noirs, les actrices noires, ils ont... Mais quand on lit les interviews des comédiennes afro-américaines, que ce soit Halle Berry, Kerry Washington, Angela Bassett ou encore d'autres, on a l'impression de lire nos interviews ici en France. Elles vivent la même chose. Parce que
c'est souvent relié à la notion du couple dans les films. Les rôles principaux sont souvent des rôles d'hommes. Donc, si ce sont des hommes blancs, il est extrêmement rare de leur mettre une femme noire parce qu'on va estimer que ça va cliver le public et le film va être moins rentable. Et s'il s'agit d'un rôle principal noir, on va vouloir faire un truc un peu politiquement correct et prendre une portoricaine, noire mais pas trop. Donc les actrices noires, elles ont une fenêtre de tir aux États-Unis qui est hyper réduite. Et vous qui nous regardez, donnez-nous votre avis sur le cinéma africain, sur la façon dont Hollywood voit l'Afrique, sur le compte de l'émission, le compte Twitter, #HervéMaki. Nous arrivons en dernière partie de ce rendez-vous au maquis avec Wale Gbadamosi Oyekami. Bonsoir, écoulé. Qui nous parlera de l'actualité des réseaux numériques en Afrique. Et nous accueillons Amoubé pour un nouveau voyage musical. Bonsoir à tous, c'est Dame Bonsoir, Yé Mystique. Yé Mystique. Lise-Laure, on sort l'agenda culturel? Oui, et on va commencer par Paris avec Boucle d'Ébène. C'est la 4e édition. C'est un salon consacré à l'esthétique du cheveu afro. Alors, la volonté des organisateurs, c'est de s'inscrire dans une démarche militante, c'est-à-dire inciter par des ateliers, par des conférences, la diaspora africaine à mieux se construire autour du cheveu crépus, aussi bien sur un plan identitaire que sur un plan économique. Alors, Aïssa Maïga, justement, ces revendications identitaires autour des cheveux frisés ou des cheveux naturels, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est important parce que la beauté noire, enfin l'esthétique noire en général est à réhabiliter. C'est une beauté qui a été piétinée, qui a été dénigrée. Les femmes noires, pendant longtemps, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, quasiment sur tous les continents, pour être belle, devaient forcément avoir les cheveux raidis, gommer au maximum toute trace de leur identité physique noire. Après, je pense aujourd'hui également qu'il y a des choses à dépasser et que si une femme noire se défrise, c'est pas forcément qu'elle renie sa nature profonde, c'est aussi que ses goûts l'amènent vers là. Et aujourd'hui, on est dans des choses un petit peu plus complexes comme ça qui laissent le champ à toute femme, aux hommes aussi. Ouais, de faire ce que c'est bien. En toute conscience. Tout en sachant que c'est toujours de façon que ça soit naturel ou pas, le cheveu est à elle. Puisque même si c'est cheveux de magasin, c'est à elle, elle a payé. Voilà, parce qu'il faut dire la vérité, c'est à moi, parce que je l'ai payé. Hein. On est d'accord, j'ai payé la TVA dessus, donc c'est à moi. Je peux en faire ce que je veux. Exactement, parce que mine de rien, on peut le dire, mais mon collègue, avec sa petite touffe de cheveux, quand il se douche à 10h du matin, à 18h, le coule encore avec, parce que cette nature de cheveux garde. On ne le dit pas assez, mais c'est vrai. La suite de cet agenda, c'est en musique, Lise-Laure, et à Bruxelles. Avec Couleur Café, ce festival de musique urbaine dure 3 jours, du 28 au 30 juin. Et parmi les têtes d'affiche, il y a Wyclef Jean. Oui, il y a Wyclef Jean. Les organisateurs ont d'ailleurs confirmé sa venue et c'est lui qui va ouvrir le festival avec ses musiciens du Refugee Camp. Alors j'espère que je n'interviens pas comme un cheveu dans la soupe. Humour, mais il me semble qu'autour de Wyclef Jean, il y aura beaucoup d'artistes africains. J'ai cru voir ça autour de ce festival. Si, il y aura des artistes africains avec un groupe qui s'appelle Acoustic Africa, un groupe qui est essentiellement composé de femmes. Il y a la Camerounaise Caresse Fosso, il y a la Congolaise qui s'appelle Manu Gallo, l'Ivoirienne, que certainement vous devez connaître, Dobé Niaoré, et puis en grande star, le Malien Salif Keïta. Il nous reste 2 autres événements qui nous emmènent en Afrique. Oui, on commence par le Gabon avec la Libreville Fashion Week. Alors, le thème cette année, c'est nature et diversité. Et l'objectif, c'est de promouvoir les stylistes locaux. Alors, justement, est-ce que vous vous intéressez aux stylistes africains, à la mode africaine? Oui, en fait, non. Enfin. J'ai le droit de recommencer ou pas? Non. Mais non, mais c'est qu'en fait, je ne m'intéresse pas suffisamment à la mode de façon générale pour aller chercher il faudrait qu'ils viennent à moi. Non, c'est pas bien. Hein. Non, mais si. C'est-à-dire qu'Aïssa, elle a un corps qui va dans toutes les modes. Donc, mais vous le savez très bien, Claudia, puisque vous êtes sa doublure. Ben, c'est ça, c'est pour ça. Vous êtes bien placée. Donc voilà, c'est à moi qu'il faut poser cette question. Parce que moi, je vais vers là. Parce que là-bas, dans cette mode-là, la mode africaine, il y a beaucoup de tissus.
Voilà. Dans l'autre côté, c'est souvent si tu dépasses que tu n'es pas spaghetti, tu es mal barré. Donc voilà, c'est à moi qu'il faut poser la question. C'est noté. On finit avec du cinéma, Lise-Laure. Et avec le FestiCAV, qui est le Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi. Alors, vu la situation un peu tendue dans la région des Grands Lacs, le thème de cette 5e édition, c'est le cinéma au service de la paix et du développement. Et également, sachez que le festival, dans cette région d'Afrique de l'Est, où il y a beaucoup de pays anglophones, c'est le seul festival qui défend encore la langue française. Amobé, parlons musique. Vu les origines sénégalo-gambiano-maliennes d'Aïssa Maïga, j'imagine que vous allez nous parler de musique mandingue. Eh bien non. De musique sans rail alors. Voilà, justement. Même pas. Je vous amène dans la Caraïbe francophone à la rencontre d'authentiques légendes vivantes, les inventeurs du zouk. Aïssa, ça vous parle le zouk Évidemment. Évidemment. Alors, je pense qu'aucune jeune fille dans la zone africaine francophone n'aura échappé à la déferlante du premier album solo de Jocelyne Berroir. Ça vous rappelle forcément un souvenir. Siwo, Jocelyne Berroir. Alors, Amobé, Kassav et l'Afrique, c'est une grande histoire d'amour, en fait. Mais c'est bien plus que ça. La centralité de l'Afrique dans la musique de Kassav est pleine et exprimée depuis de très, très nombreuses années. Il faut dire quand même que le groupe Kassav émerge au début des années 80, on va dire 1979 exactement. Et la déflagration, c'est vraiment la Côte d'Ivoire, du côté de la lagune Ébriée, vers chez ma voisine là-bas, qui n'est pas très zoukante dans ses affinités. Non, mais je n'étais pas née à cette époque-là. Donc je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Et puis moi, le zouk, j'aime pas parce que je suis claustro. D'accord. J'ai l'impression qu'on m'enferme. Je crois qu'il va falloir consulter pour elle. En fait, la carrière internationale de Kassav démarre vraiment avec le concert de Bouaké en Côte d'Ivoire. Il y a eu d'abord un petit concert à l'Hôtel Ivoire du côté d'Abidjan, et ensuite ce grand concert à Bouaké qui permet à Kassav d'obtenir une stature internationale. Alors Aïssa Maïga, est-ce qu'à un moment vous avez envisagé une carrière musicale? Parce que vous avez des rôles quand même musicaux comme dans Bamako. Est-ce que vous avez envisagé une carrière musicale? C'est plutôt l'écriture qui m'attire. L'écriture, la production. La musique des mots. Oui, plutôt. Amobé, vous nous avez présenté Kassav comme les inventeurs du zouk. Vous n'avez pas peur des mots, vous? Non, j'aurais même pu aller un petit peu plus loin. Il y a d'un côté Césaire, Gontran Damas, cher donc à la littérature et à la philosophie d'Aïssa Maïga. On pourrait citer évidemment Senghor qui invente la négritude. Et on peut dire que quelque part dans le sillage de ces mouvements qui ont donc permis une identification, une affirmation identitaire, Kassav a organisé pour la partie Caraïbe francophone un ancrage identitaire fort autour desquels les Antillais pour la première fois pouvaient se reconnaître. Et dans ce sens, effectivement, le nègre fondamental, Aimé Césaire, a ouvert un boulevard à la musique antillaise. Au fond, c'est Kassav ou la négritude chantée. Oui, on peut dire ça, mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que le zouk est un peu aux Antillais ce que le blues, le hip-hop plus récemment sont aux États-Unis et aux Afro-Américains en particulier. Du côté de la France, c'est plutôt le musette ou la grande chanson réaliste ou néo-réaliste française. Donc effectivement, on peut dire que la musique antillaise a trouvé une identité forte et internationale grâce au zouk et à l'affirmation de ce groupe à l'échelon planétaire. Mais en fait, le zouk s'est enrichi des styles musicaux de la Guadeloupe et de la Martinique. C'est la musique racine, comme on dit. C'est la musique, c'est quoi? Au départ, il y a le belay, le gros cas. Le belay, c'est la Martinique. Le gros cas, c'est la Guadeloupe. Mais il y a tous ces rythmes qui sont hérités aussi de l'esclavage. Le quadrille, qui est donc une tradition qui vient de la France profonde. Mais il y a également tous les rythmes avoisinants de la Caraïbe. Non, je t'ai plus. Mais il y en a pour tous les goûts. Le tableau est très riche. Mais alors justement, qu'est-ce qu'ils ont apporté? La synthèse. Le génie d'un groupe ou d'un artiste, c'est d'être capable justement d'additionner toutes ces influences et d'en faire une synthèse parfaite. Il ne faut pas oublier que Jacob Desvarieux vient du rock, que Jocelyne Berroir vient du reggae au départ, et qu'autour de ça, on a la musique cadence, qu'on a le compas, et qu'il y a le makossa, qui est émergent au début des années 80, et qu'il y a aussi, évidemment, du côté d'Haïti, le compas, je l'ai déjà dit, et la musique funky.
Et 30 ans après, la magie demeure, la magie du zouk demeure. C'est bien plus que ça, la magie opère encore. Ah, et oui, il y a ce beaucoup groupe... d'enfants qui naissent tous les jours. Oui, on peut dire ça. Sur du zouk. 30 ans après, il y a cet album qui vient de paraître, hommage à Patrick Saint-Éloi. C'est la première fois depuis la disparition de Patrick Saint-Éloi, en 2010, que Kassav commet un album. Et c'est un album chargé d'émotions, de compassion aussi, mais du souvenir qui ravive la flamme des plus belles années du zouk. Et je pourrais dire que cette musique, véritablement, a fait danser tout le monde. Il y avait d'un côté la musique antillaise avec Kassav, de l'autre, il y avait Zaiko Langa Langa. C'était l'époque de Starsky et Hutch, c'était l'époque de, qu'est-ce qu'on va dire, de Bono, YouTube. Ok, jazz, oui, Franco et tout. Et puis pour revenir aussi à ce que vous disiez sur le nègre fondamental Césaire, Patrick Saint-Éloi, il a aussi participé à la réhabilitation du créole. Et notamment, il a réussi à emmener le créole dans les universités en Martinique et en Guadeloupe. Tout à fait. Le groupe en a fait sa vocation. Le parler créole de Jocelyne Béroir est un créole quasiment académique qui a permis littéraire, qui a permis une affirmation identitaire autour de cette musique. Et c'est absolument extraordinaire. Alors en juin, les Kassav commencent leur tournée. Je dirais que Kassav est en tournée à perpétuité. Un coup, ils sont aux Antilles, un coup, ils sont aux États-Unis, un coup, ils sont en Et le 6 Afrique. juillet, ils sont en Angola, à Luanda. Absolument. Précisons que toutes les dates sont disponibles sur le site de Rendez-vous au Maquis. On peut aussi préciser que le zouk continue à perpétuer sa tradition parce qu'ils font des bébés aujourd'hui. Vous parlez de Luanda tout à l'heure. Oui. En Angola, il y a carrément une maison de la musique antillaise, une maison du zouk en Angola, en Afrique centrale. C'est surréaliste. Et quelque part, la musique nigériane trouve une filiation directe avec le zouk et sans doute aussi la rumba du Congo. Merci de rétablir les choses. Allez, un dernier petit extrait pour la route. C'est parti. L'actualité des réseaux sociaux en Afrique, c'est avec vous, allez. Tout à fait. Alors Aïssa Maïga, dites-moi, est-ce que vous avez encore le temps de regarder le JT à la télévision? Je regarde pas la télé, mais je regarderai Rendez-vous au Maquis. Je le jure. Parfait, première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, nos amis sénégalais viennent de créer le premier JT d'Afrique rappé. C'est un JT d'information qui n'est pas conçu par une rédaction, qui n'est pas conçu par des journalistes, pas de carte de presse. C'est deux jeunes sénégalais armés de leur micro, de leur rimes et de leur caméra qui transmettent l'information chaque semaine aux Sénégalais. Vous avez un extrait? Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Le Sénégalais se plaint que le pays est mal en point, mais son président va bien, il a même pris de l'embonpoint. Si la croissance du pays se mesurait par son tour de taille, on serait tous fiers de servir le Sénégal comme Marème Faye. Ne zappez surtout pas, le Wolof c'est dans un moment, l'information sont chichi. Le journal rappé, ne partez surtout pas, le Wolof c'est dans un moment, la vraie info c'est ici, le journal rappé. Qu'est-ce que vous pensez de ce journal rappé? Je trouve que c'est hyper créatif et en plus ça a l'air d'être de l'info. J'en ai vu qu'un tout petit extrait, mais on a l'impression qu'ils sont tellement talentueux qu'ils peuvent à la fois chanter, faire de l'entertainment et en plus nous donner de l'info. Et en plus, visuellement, c'est hyper beau. Est-ce qu'on peut préciser, ou allez sans doute le dire, que le Sénégal est la première puissance mondiale productrice de hip-hop, juste derrière les États-Unis? Totalement. Et pas très loin de la France, effectivement, aussi. En fait, ces deux rappeurs, l'histoire, c'est simplement deux rappeurs de Dakar, qui s'appellent Xuman et Keiti, qui veulent s'adresser aux jeunes. Le but, c'est d'informer et d'amuser, et d'utiliser le média qu'est Internet, qui est un média de libre expression, pour toucher une cible jeune, mais pas que. C'est un véritable contre-pouvoir. Et en plus, il s'adresse, on a vu qu'il chante en Wolof. Bilingue, ouais, exactement comme notre ami Amobé le connaît, Ombre Zion, que vous avez vu, assure les transitions en tant que guest star. Donc c'est vraiment un dispositif qui aujourd'hui attire beaucoup d'attention. Et ça marche bien? Ça marche très bien. Ils ont démarré sur Internet, sur une chaîne YouTube qu'ils ont lancée il y a quelques semaines, qui cumule des centaines de milliers de vues aujourd'hui, à tel point qu'aujourd'hui, ils passent sur une chaîne télé privée qui s'appelle 2STV, qui les diffuse de manière hebdomadaire. Quoi d'autre sur Internet? Où aller? Beaucoup de choses, mais on va s'amuser, si vous voulez bien, avec le classement de nos amis speednet.com qui ont décidé cette semaine de s'amuser à classer les pays d'Afrique d'après les plus lents et les plus rapides.
On parle d'Internet, hein. Oui. Je vous rassure, c'est Internet. Alors, à votre avis, quels sont les pays d'Afrique les plus rapides quand on parle de connexion Internet? Sénégal, je dirais déjà. Peut-être. Nigeria, Afrique du Sud. Moi, je dirais... Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon ou Cameroun? Gabon. Vous avez malheureusement tout faux. Numéro 3, l'Éthiopie. D'accord. Numéro 2, Madagascar. Et le numéro 1, le Rwanda. Ah, Rwanda, je Étonnant. n'avais pas mis Madagascar. Le Rwanda qui est également classé numéro 1 par Doing Business comme le pays qui fait le plus grand nombre de novations pour la création d'entreprises à l'échelon mondial. Hein. Et on espère bien que nos amis rwandais vont nous suivre sur Twitter avec le hashtag Hervé Maki. C'est l'Afrique qui bouge, quoi. Et justement, l'Afrique qui bouge est à l'honneur d'un hors-série du magazine Alternative International. Et il y a d'ailleurs un sujet consacré au sauvetage du cinéma au Sénégal. Allez, une dernière info pour la route? Une petite dernière info pour la route. Aïssa Maïga, il me semble que vous vous intéressez à la littérature et que vous parlez une langue africaine. Oh là là, je la parle tellement mal. Le son-rey, je la parle comme un tout petit enfant avec un vocabulaire très réduit, mais j'arrive à me faire comprendre. Bon, c'est un bon début. En tout cas, pour tous les passionnés de littérature en langue africaine, je vais vous parler d'une initiative qui s'appelle eBook Africa, qui permet désormais à tous les auteurs en langue native africaine de publier en ligne directement leurs œuvres. Et ça marche concrètement comment? Vous vous connectez sur le site donc ebookafrica.org où vous téléchargez l'application sur votre mobile, votre smartphone ou votre tablette et vous pouvez directement acheter ces œuvres directement auprès des auteurs. Alors, des livres en langue nationale, Aïssa Maïga, ça, vous adhérez à l'idée en langue... Oui, je trouve que c'est très fort, d'autant plus que maintenant, les langues nationales sont vraiment mises en valeur dans les pays, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Avant, les gens, lorsqu'ils avaient accès à l'alphabétisation, ça se faisait directement en français. Et maintenant, ça se fait dans ce qu'on appelle, c'est un mot horrible, les langues vernaculaires. Et du coup, les gens apprennent à lire et à écrire dans leur langue. Et on constate que c'est beaucoup plus facile après de passer à une langue étrangère, que ce soit le français ou l'anglais. Donc je pense que c'est fondamental que la littérature dans les langues nationales soit accessible. Est-ce qu'on peut demander à ce que ma voisine arrête de me faire du pied pendant l'émission, si vous voulez, ça me déconcentre un peu. Mais c'est parce qu'il a des très gros pieds. Il prend toute la place. Vous aviez promis que vous tiendriez bien. Attends, il change au moins de 50... Vas-y, montre-moi. Non, parce que ça m'énerve. Non, montre les pieds. Non, montre les pieds. Attends. Il est temps de dire non, mais c'est pas possible. Il y a juste une chose. Justement, en parlant de nouvelles technologies, je voulais juste faire une petite annonce sur une ONG que je soutiens avec Laura Flessel, Zazie et d'autres personnalités qui s'appelle l'AMREF. L'AMREF, c'est la première ONG africaine, de santé publique africaine, qui a lancé une campagne qui vise à former des sages-femmes en Afrique pour faire baisser la mortalité maternelle infantile. Et l'adresse de l'AMREF s'affiche en bas de l'écran. Merci. Aïssa Maïga, est-ce que vous avez appris des choses ce soir dans Rendez-vous au Maquis? Le e-book, c'est génial. Kassav... En concert les 7, 8 et 9 à Paname, capitale des cultures mondiales, au Zénith. J'allais le dire. J'ai appris en plus qu'on allait jouer un tandem avec Claudia. Elle ne le sait pas encore. Mais c'est presque prêt. Oui. On va l'écrire. Mais oui, c'est vrai, c'est ça. Oui. Mais de toute façon, moi, j'ai appris de belles choses. J'ai appris que certaines femmes défendent encore la polygamie. C'est ça, mais à un moment donné, j'ai envie de dire, certaines femmes sont surtout mécaniciennes, parce qu'elles ont vidange chez elles. C'est ça que j'ai envie de dire. Rendez-vous au Maquis se termine ici, mais c'est vous qui continuez le débat sur les réseaux sociaux, sur le site de l'émission tv5monde.com/Hervé Maki ou sur le compte Twitter #Hervé Maki. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Rendez-vous au Maquis. Bonsoir à tous.